Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la fonction intégratrice du neurone postsynaptique. Cette propriété du neurone postsynaptique sera étudiée à partir de l'analyse et de l'interprétation des résultats de 3 séries d'expériences. En vue de conclure que le neurone postsynaptique est capable de faire 3 types de sommation des informations qui lui parviennent au niveau de son cône axonique. Voici le neurone postsynaptique et voici son cône axonique, aussi appelé cône d'intégration. Les 3 types de sommation sont la sommation spatiale, la sommation temporelle et la sommation spatio-temporelle. Le dispositif expérimental utilisé comprend 5 neurones, 4 neurones présynaptiques, neurone A, neurone B, neurone C et neurone D, et un neurone postsynaptique, le neurone E, 4 électrodes d'excitation, E1, E2, E3 et E4. 4 électrodes de réception, R1, R2, R3 et R4 branchées à des oscilloscopes, O1, O2, O3 et O4. On commence par la première série d'expériences. Expérience 1, une excitation efficace appliquée en E1. Expérience 2, une excitation efficace appliquée en E2. Expérience 3, une excitation efficace appliquée en E3. Et expérience 4, une excitation efficace appliquée en E4. À l'aide de cette première série d'expériences, on cherche à identifier le potentiel postsynaptique obtenu au niveau de l'oscilloscope O2 dans chacune des expériences, en vue de déduire la nature des synapses neuroneuroniques AE, BE, CE et DE. La différence de potentiel, DDP, qui est le potentiel postsynaptique, PPS, est détectée par une électrode réceptrice R2, branchée à l'oscilloscope O2 et implantée dans le corps cellulaire du neurone postsynaptique E. Voici le corps cellulaire du neurone postsynaptique E. Pour chacune des expériences de 1 à 4, la différence de potentiel, DDP, qui est le potentiel postsynaptique, PPS, serait identifiée sur l'écran de l'oscilloscope O2. Voici l'écran de l'oscilloscope O2. Expérience 1. Activation du neurone A. Une excitation efficace appliquée en E1. La différence de potentiel, DDP, ou potentiel postsynaptique, PPS, enregistré au niveau de l'oscilloscope O2, est égale à moins 55 mV. Le potentiel de membrane s'approche du seuil de la naissance du potentiel d'action, moins 50 mV. La négativité interne diminue. Il s'agit alors d'une dépolarisation. Le potentiel postsynaptique obtenu au niveau de l'oscilloscope O2 est donc un potentiel postsynaptique excitateur, PPSE, d'amplitude 15 mV. Voici le seuil de la naissance du potentiel d'action, moins 50 mV, moins 55 mV, moins 60 mV, moins 65 mV, et le potentiel de repos, moins 70 mV. L'amplitude du PPSE est égale à 15 mV. Donc la synapse, AE, est excitatrice. Expérience 2. Activation du neurone B. Une excitation efficace appliquée en E2. La différence de potentiel, DDP, qui est le potentiel postsynaptique, PPS, enregistré au niveau de l'oscilloscope O2, est égale à moins 75 mV. La négativité interne augmente, c'est-à-dire le potentiel de membrane atteint une valeur plus négative que le potentiel de repos. Donc il s'agit d'une hyperpolarisation. Le potentiel postsynaptique, PPS,
obtenu au niveau de l'oscilloscope O2, et donc un potentiel postsynaptique inhibiteur, PPSI, d'amplitude 5 mV. Donc la synapse, BE, est inhibitrice. Expérience 3. Activation du neurone, C. Une excitation efficace appliquée en E3. Voici la différence de potentiel, DDP, enregistrée au niveau de l'oscilloscope O2. Il est égal à moins 60 mV. Le potentiel de membrane s'approche de moins 50 mV, qui est le seuil de la naissance du potentiel d'action, PA. Il s'agit alors d'une dépolarisation. Le potentiel post-synaptique, PPS, obtenu au niveau de l'oscilloscope O2, est donc un potentiel post-synaptique excitateur, PPSE, d'amplitude 10 mV. Donc, la synapse, CE, est excitatrice. Expérience 4. Activation du neurone, D. Une excitation efficace appliquée en E4. La différence de potentiel, DDP, obtenue au niveau de l'oscilloscope O2, est égale à moins 55 mV. Il s'agit d'une dépolarisation. Le potentiel postsynaptique, PPS, obtenu au niveau de l'oscilloscope O2, est donc un potentiel postsynaptique excitateur, PPSE, d'amplitude 15 mV. Donc la synapse, DE, est excitatrice. Deuxième série d'expériences. Expérience 5. 2 excitations efficaces rapprochées en E1. Expérience 6. 2 excitations efficaces simultanées en E1 et E2. Expérience 7. 3 excitations efficaces simultanées en E1, E3 et E4. Et expérience 8. 2 excitations efficaces rapprochées en E3. La question est la suivante. Indiquez la nature du potentiel obtenu au niveau de l'oscilloscope O3 pour chacune des expériences 5, 6, 7 et 8, en justifiant la réponse. Voici le neurone postsynaptique, E, et voici son cône axonique, aussi appelé cône d'intégration. Au niveau du cône axonique se produit une sommation ou intégration de toutes les entrées ou informations qui lui parviennent. L'oscilloscope O3 permet l'enregistrement des potentiels détectés par l'électrode réceptrice R3 implantée au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique. Voici l'écran de l'oscilloscope O3. Expérience 5. 2 excitations efficaces rapprochées en E1. Une excitation efficace portée en E1 engendre au niveau de l'oscilloscope O3 une différence de potentiel égale à moins 60 mV. Le potentiel de membrane s'approche du seuil de la naissance du potentiel d'action, PA, moins 50 mV. Donc il s'agit d'une dépolarisation. Cela signifie qu'une excitation isolée portée en E1 engendre au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique un potentiel postsynaptique excitateur, PPSE, d'amplitude 10 mV. 2 excitations efficaces rapprochées en E1 engendrent au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique 2 PPSE successifs d'amplitude, chacun 10 mV. Au niveau de son cône axonique, le neurone postsynaptique va faire une sommation temporelle de 2 PPSE successifs. Le résultat de cette sommation est un PPSE global. L'amplitude du PPSE global est égale à 20 mV, résultant de la sommation de 2 PPSE d'amplitude, chacun 10 mV. Le PPSE global résultant de la sommation temporelle de 2 PPSE successifs atteint le seuil de la naissance d'un potentiel d'action, moins 50 mV, donc au niveau de l'oscilloscope O3, est enregistré un potentiel d'action propageable. On porte maintenant une excitation efficace, en E2. Au niveau de l'oscilloscope O3 est enregistré un potentiel égal à moins 73 mV. La négativité interne augmente. Donc il s'agit d'une hyperpolarisation. C'est un PPSI d'amplitude 3 mV. Cela signifie qu'une excitation isolée en E2 engendre au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique un PPSI d'amplitude 3 mV. 2 excitations efficaces rapprochées en E2 engendrent au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique un PPSI global d'amplitude 6 mV, résultant d'une sommation temporelle de 2 PPSI successifs d'amplitude chacun 3 mV. Il s'agit d'une sommation temporelle de 2 PPSI d'un même neurone.
Le point que vous devez retenir, la sommation temporelle est une sommation de PPSE ou de PPSI d'un même neurone. Expérience 6. Deux excitations efficaces simultanées en E1 et E2. Une excitation efficace portée en E1 engendre au niveau du cône axonique un PPSE d'amplitude 10 mV. Une excitation efficace portée en E2 engendre au niveau du cône axonique un PPSI d'amplitude 3 mV. Deux excitations efficaces simultanées en E1 et E2 engendrent au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique un PPSE global d'amplitude 7 mV résultant d'une sommation spatiale d'un PPSE d'amplitude 10 mV et d'un PPSI d'amplitude 3 mV. Le point que vous devez retenir, la sommation spatiale est une sommation des PPSE et PPSI de différents neurones. Expérience 7. Trois excitations efficaces simultanées en E1, E3 et E4. L'excitation isolée en E1 rapproche de 10 mV. L'excitation isolée en E3 rapproche de 5 mV. L'excitation isolée en E4 rapproche de 10 mV. Les excitations simultanées en E1, E3 et E4 engendrent un PPSE global d'amplitude 25 mV, résultant de la sommation spatiale de 3 PPSE. 10 plus 5 plus 10 égale 25 mV. Le PPSE global dépasse le seuil de la naissance d'un potentiel d'action moins 50 mV. Donc, au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique, il y a naissance d'un potentiel d'action qui va être enregistré au niveau de l'oscilloscope O3. Troisième série d'expériences. On stimule simultanément les neurones A et B de la manière suivante. Deux excitations efficaces rapprochées en E1 et une excitation efficace en E2. Une excitation isolée portée en E1 engendre au niveau du cône axonique un PPSE d'amplitude 10 mV. Deux excitations rapprochées portées en E1 engendrent un PPSE d'amplitude 20 mV. Une excitation isolée portée en E2 engendre au niveau du cône axonique un PPSI d'amplitude 3 mV. Le potentiel postsynaptique global est d'amplitude 17 mV. C'est une dépolarisation obtenue par sommation spatio-temporelle de deux PPSE d'amplitude chacun 10 mV et d'un PPSI d'amplitude 3 mV. Dans l'expérience suivante, on stimule simultanément les neurones C et D de la manière suivante. Deux excitations efficaces rapprochées en E3 et une excitation efficace portée en E4. Une stimulation isolée portée en E3 engendre au niveau du cône axonique un PPSE d'amplitude 5 mV. Deux excitations efficaces rapprochées en E3 engendrent un PPSE d'amplitude 10 mV résultant de la sommation temporelle de deux PPSE d'un même neurone d'amplitude, chacun 5 mV. Une excitation efficace portée en E4 engendre au niveau du cône axonique un PPSE d'amplitude 10 mV. Le PPSE global sera d'amplitude 20 mV, résultant d'une sommation spatio-temporelle de deux PPSE successifs d'un même neurone, le neurone C, et un PPSE d'un autre neurone différent, le neurone D. Le PPSE global atteint le seuil de la naissance d'un potentiel d'action, moins 50 mV. Donc, au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique, il y a naissance d'un potentiel d'action propageable enregistré au niveau de l'oscilloscope O3. Ce qu'il faut retenir à partir de l'analyse et de l'interprétation de la deuxième et la troisième série d'expériences. À chaque fois, au niveau du cône axonique ou cône d'intégration du neurone postsynaptique, est obtenu un potentiel postsynaptique global dont l'amplitude est égale à la somme algébrique des dépolarisations et des hyperpolarisations imposées à la membrane du corps cellulaire par les multiples synapses excitatrices et ou inhibitrices.
Dernière question. Déduire une propriété du neurone postsynaptique. Le point que vous devez retenir. Le neurone postsynaptique est capable d'intégrer toutes les informations nerveuses qui lui parviennent. Donc le neurone postsynaptique est un neurone intégrateur. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.